Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quel homme politique a bien pu avoir ce genre de discours, de paroles? Alors je cite, évidemment, je ne suis pas marié à un transsexuel, mes ministres ne sont pas gays, je ne me trémousse pas avec des Africains, j'assure évidemment un futur décent au peuple que je représente. Ah oui, je sais, vous avez tous une petite idée sur l'orateur de ces quelques mots. Eh bien, c'est textuellement ce qu'a déclaré Vladimir Poutine en parlant d'Emmanuel Macron, c'est du factuel et je vous donne la source Afrique Média. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe, avec Christiane, avec Jean-Pierre, avec Bruno et avec vous, messieurs, dames, qui nous regardez. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui est particulièrement morose, où l'oligarchie essaye de tout faire pour déprimer les gens et leur faire peur, eh ben nous, on va parler du sujet. Je ne donne pas encore le sujet, mais on va parler d'un sujet positif tout à l'heure. Je voulais dire aussi que on a tous le droit de se reposer un petit peu et que donc il n'y aura pas d'émission lundi, étant donné que c'est lundi de Pâques. Ça nous permettra de rester un petit peu tous en famille. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que nous, dans notre programme au niveau du Conseil national de transition français Canal historique, dans la section économie, on a prévu un certain nombre de choses pour redonner l'indépendance au peuple français et que le peuple français puisse lui-même gérer son économie. Eh bien, aux surprises, de plus en plus d'économistes sur les chaînes mainstream disent la chose suivante, eh bien que le peuple français a beaucoup d'économies, notamment sur des livrets A et autres, et qu'avec ces économies, il pourrait parfaitement faire comme l'ont fait les Japonais depuis longtemps, c'est-à-dire racheter cette fameuse dette de 3 000 milliards qui nous plombe. Et la racheter comment? Sous forme d'emprunts d'État qui permettront en plus de dégager des fonds pour pouvoir redonner une autonomie et une indépendance à la France, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau industriel et au niveau agricole. Tiens, ce sont des informations donc qui circulent. Nos idées, nos informations finissent petit à petit par s'infiltrer, même jusqu'au niveau de l'oligarchie. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. À vous la parole. Oui, effectivement, tout s'infiltre. On va finir par effectivement obtenir des résultats économiques avec nos propres idées, comme si ces énarques, nos énarques, prétendument nos gouvernements, n'étaient pas capables de faire. Mais il y a d'autres choses qu'on va imposer, comme la vraie démocratie. Ils vont être surpris aussi. C'est quelque chose qui est connu d'eux, mais qui est effectivement caché au plus grand nombre depuis longtemps, et que nous mettons à jour petit à petit, et ça va arriver très fort. Donc voilà, donc il y a des changements en cours, des changements qui sont d'ordre positif, qui sont d'ordre économique, et qui sont d'ordre également politique, mais politique au sens de la gestion de la cité, pas au sens des partis politiques que nous ne reconnaissons pas, dont nous n'avons plus envie dans notre nouvelle organisation prévue. Donc voilà, je voudrais continuer simplement en parlant également d'un erratum. Il nous arrive de dire des bêtises, excusez-nous, et en l'occurrence, j'ai dit une bêtise, à savoir que la France était en d'état d'urgence. Non, la France n'est pas en état d'urgence, la France est au dernier degré de Vigipirate, ce qui est déjà pas mal. Et au-dessus, ça serait éventuellement l'état d'urgence, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, je suis allé un petit peu vite en besogne et je vous prie de bien vouloir me pardonner. Voilà. Alors Philippe, oui. Nous allons donc te condamner à faire une centaine de pompes en criant plusieurs fois « Nous ne sommes pas en état d'urgence ». Merci. On fera ça hors antenne s'il n'y voit pas d'inconvénient. Alors, je voulais rajouter. Je veux que ce soit filmé. Exactement. Je voulais rajouter aussi une chose, c'est que nous nous approchons de la fête de Pâques, qui est une fête qui symbolise la résurrection dans la religion chrétienne, tout au moins, et aussi, comme dans beaucoup de peuples premiers, au niveau du 21 mars, on a la Renaissance. C'est souvent dans certains peuples, la nouvelle année commence au 21 mars. Pourquoi? Parce que c'est le printemps, c'est les plantes qui commencent à renaître, qui commencent à ressortir, à germer. Et souvent, beaucoup de changements dans les peuples se sont produits au printemps. On peut penser au printemps arabe, etc. Donc, soyons positifs. Le mois d'avril risque peut-être d'être très bon pour le peuple français qui va peut-être enfin se réveiller. Très bien, c'est une punition qui n'en est pas, mais nous allons regarder l'actualité en images et on se retrouve juste après. Quand vous regardez le monde réel, vous pouvez comprendre qu'il n'a pas été conçu pour que les gens soient riches. Si nous divisons toutes les richesses du monde entre tous les gens, tout le monde serait millionnaire. Mais le système est conçu de telle sorte que quelques personnes possèdent la richesse et le reste des gens ne la possèdent pas.
Et parce qu'il est conçu comme ça, et parce qu'il a été établi depuis des milliers et des milliers d'années, la personne ordinaire doit déployer une certaine quantité d'énergie transcendante pour s'extraire d'un système qui n'est pas conçu pour vous aider. La façon dont le système est conçu est que si vous travaillez vraiment dur, il vous crachera juste assez d'argent pour vous maintenir juste au-dessus de ce que j'appelle le seuil de révolution. Vous savez, ce niveau où vous n'êtes pas dans la rue en train de manifester et démonter le système, mais où l'on vous donne assez d'argent pour que vous puissiez continuer et ne pas ruiner le système. Le monde dans lequel nous vivons n'est détenu que par quelques personnes. Disons que 500 à 1000 familles possèdent le monde entier. Et elles possèdent aussi le gouvernement, elles possèdent les sociétés, elles possèdent les systèmes bancaires, elles possèdent toutes les institutions financières. Elles dictent les intérêts que vous allez payer, le montant de votre loyer, les conditions de votre hypothèque. Elles décident de tout pour vous. Et elles décident aussi de la quantité d'argent que les citoyens lambda recevront. Et si vous regardez l'histoire, tous les gouvernements ont laissé tomber tous les gens, tout le temps. Et si vous ne croyez pas à ça, vous ne connaissez rien à l'histoire. Tous les gouvernements ont laissé tomber tous les peuples, tout le temps. Parce que les gouvernements sont des individus qui s'occupent de leurs propres intérêts. Ils s'occupent de leur propre unité de pouvoir. Ils s'occupent de leurs propres élections. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si vous payez votre hypothèque, si vous payez votre dette. Ils s'en foutent. Ils s'inquiètent juste de leur propre position. Et ils peuvent jouer le jeu et dépenser votre argent. Et ensuite, ils vous envoient cette lettre d'amour appelée impôt que vous devez payer pour leur créativité. Ils ne créent pas vraiment de richesse par eux-mêmes. La richesse de la nation, c'est l'homme individuel, la femme individuelle, les travailleurs du pays. Nous créons la richesse et ils ont juste le droit de jouer avec. Ils peuvent la dépenser à peu près comme ils veulent. Ils peuvent vous facturer quand ils veulent, et s'ils en ont plus, ils en impriment encore plus. Et donc nous sommes face à une situation où l'ensemble du cercle, l'ensemble des gens qui contrôlent ce cercle, les familles qui dirigent le monde, ont le contrôle de l'argent. Et l'argent pour l'homme commun est la force vitale. C'est la force de Dieu pour un homme qui n'a pas une quête spirituelle. Une personne qui n'a pas de quête, ou qui ne croit pas en une quelconque transcendance supérieure, l'argent est sa force divine. Et quand ces familles contrôlent l'argent, elles contrôlent la force vitale du monde. Il n'y a aucun d'entre vous qui n'a pas été contrôlé par les grandes familles qui dirigent le monde. Parce qu'elles décident de tout. Du prix que vous payez pour une chemise, à celui que vous payez pour aller au cinéma. Tout est décidé et tout le système est conçu pour que vous ne sortiez pas du lot. Et ils l'ont conçu parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent s'assurer qu'aucun d'entre nous ne s'en sorte bien. Et vous pouvez pousser, vous pouvez fulminer, vous pouvez avoir une petite pancarte et vous pouvez descendre et manifester dans la rue. Ça ne fera rien pour vous. Actualité en image, si on vit pour travailler, alors pourquoi travailler pour vivre, par exemple? Ah, il a tout dit. Hein. Là, il a vraiment tout dit. Ouais. Alors, on gagne pas ça du travail, de toute façon. Je voudrais rajouter justement la petite info là qui va bien avec, c'est-à-dire que effectivement ils contrôlent tout, mais n'empêche que en Grèce il y a un train qui transportait des chars américains et il a fait demi-tour parce que la population a crié Alexandropoulos est un port du peuple, pas un bastion des impérialistes. Et sur les wagons, ils ont écrit à la peinture rouge, meurtrier, rentrez chez vous, assassin, rentrez chez vous. Et le train c'était un train qui transportait des chars américains. Donc quand même, le peuple a quand même la possibilité de changer les choses. Hein. Tout à fait. Et Christiane, je voulais rajouter, par rapport à ce qu'on vient de voir, que ce que n'ont pas pris encore conscience, ce dont n'ont pas encore pris conscience ces économistes qui viennent de parler, c'est que ces multimilliardaires qui dominent le monde le dominent, mais de moins en moins, parce que grâce aux nouvelles technologies accessibles à tout le peuple, grâce à Internet, grâce à des systèmes notamment de blockchain, grâce à des systèmes qui échappent au système bancaire, eh bien, les choses sont en train de commencer à changer. Et de plus en plus. On le voit un petit peu partout dans le monde, on le voit avec les BRICS, qui se démarquent de la domination du dollar et de la Fed. On le voit à des tas de niveaux, on le voit aussi dans les monnaies citoyennes qui se développent de plus en plus, etc. etc. Donc, on assiste petit à petit à la fin de la domination de cette oligarchie financière. Ouais, on va écouter Philippe qui était lancé tout à l'heure. Non, mais j'enchaîne sur ce que vient de dire à l'instant Bruno.
Alors, je sais pas si c'est le printemps, mais il y a des raisons d'être joyeux avec tout ce que tu viens de nous dire, hein. Si effectivement il y a moyen d'échapper au système bancaire, qui est quand même le nerf de cette guerre économique qui nous est imposée à nous les peuples, eh bien, si jamais on arrive à ce résultat-là, effectivement, il y aura des changements spectaculaires. On entend, alors ça définit le sceau qu'il emploie, hein, comme disait mon professeur de grammaire quand j'étais petit. On entend qu'effectivement en avril il va se passer des choses. Alors on ne sait pas lesquelles, hein, on n'est pas là pour relayer des informations que nous ne savons pas vérifier et qui de toute manière seront vérifiées au bout d'un mois. Donc soyons patients. Et attendons, tous les oiseaux de bonheur ou de malheur, il y a un petit peu des deux, sont répartis dans la nature. Et en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que ça bouge. Alors là, devant ma fenêtre, ça bouge parce qu'il y a beaucoup de vent, par exemple. Alors je ne sais pas si ce vent est normal, est habituel, ou s'il correspond à une tempête, parce qu'on n'est pas très habitué à ce type de vent là où je suis. Donc ça commence à bouger par la nature. Et on peut tirer des droites. On peut se dire, si ça bouge par la nature, demain ça peut bouger par l'économie, ça peut bouger ensuite par le politique. Enfin, bref, ça peut bouger par beaucoup de faces. Et ce que nous avons fait, la manière dont nous l'avons dit depuis le début de cette émission, nous montre que nous sommes capables d'être des gens joyeux, malgré tout ce qui nous tombe sur la tête. Et Dieu sait qu'il y a des choses. On a parlé de chars, de chars militaires à l'instant, donc c'est pas, ils vont pas dans un pique-nique, hein, les chars. Ils rentrent dans la logique de préparation d'une guerre contre l'Ukraine, disons les choses, enfin en Ukraine contre la Russie, pardon. Disons les choses, la préparation a lieu. Alors, est-ce que cette préparation est factice, fictive, ou est-ce qu'elle correspond à une réalité qui adviendra à un moment ou à un autre? C'est là qu'on n'a pas toutes les réponses, parce que les décideurs sur ce genre de théâtre d'opération sont pas forcément ceux qu'on croit, ou sont pas forcément ceux dont on était certain que c'était bien eux, quoi. Et c'est peut-être plus eux. Voilà. Donc on ne sait plus très bien où est la pièce de théâtre, où est le bluff, où est la volonté, en tout cas, de nous mettre dans la peur, nous les petites gens, enfin les petites gens ou les moins petites, hein, tous les habitants de la planète qui sont terrorisés. Alors pas simplement par des bombes qui explosent, mais qui sont également terrorisés par les propos tenus par les gens qui commentent les événements où il y a des bombes qui explosent. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir rassurants, ce qui devrait tenir de leur rôle, voire même ne pas laisser filtrer certaines informations qui ne présentent que l'intérêt de faire peur aux gens sans être véritablement informantes sur quoi que ce soit d'autre, on devrait, à mon sens, filtrer ce genre d'informations. Alors qu'on assiste à quoi? Des journalistes qui insistent sur le côté dramatique des choses, qui en rajoutent, qui à la fin, pour certains et certaines en particulier, auxquels je pense, de leur discours, disent c'est foutu, on peut plus rien faire, je sais pas vous dire de quoi demain sera fait, mesdames et messieurs. Enfin bref, c'est un discours de défaite, c'est un discours de peur, c'est un discours qui est enclin à la panique, qui donne envie de paniquer. Alors que nous, au sein du CNTFCH, on dit wait and see, quoi. Il y a pas lieu de s'affoler tant que tu en as pas pris une bombe sur la tête. Et j'ai envie de dire, si on doit prendre une bombe sur la tête, que ça va se passer en une fraction de seconde compte tenu de la vélocité des ogives aujourd'hui, et qu'on verra rien venir, qu'on n'entendra rien venir. Voilà, c'est déjà arrivé sur le terrain en Ukraine, puisqu'il y a eu des bombardements où les instruments d'alerte qui sont censés protéger les bases aériennes, notamment sur l'arrivée de projectiles, eh bien, elles n'ont même pas eu le temps de se déclencher, quoi. Voilà. Donc, ça sera rapide, ça c'est une première chose, et ça sera pas forcément atomique, c'est une deuxième chose. Et c'est bien pour la nature, c'est bien pour le vivant. Et puis, troisièmement, ça n'arrivera pas, puisque qui a intérêt à transformer en zone sinistrée, je dirais, le terrain qu'il conquiert ou qu'il convoite? Personne. Donc, ce qu'il faut, c'est récupérer la terre de l'ennemi et les biens de l'ennemi le plus intact possible. Donc voilà. Donc je pense qu'à cause de tout ça, ou grâce à tout ça, on n'aura pas tous les éléments violents qu'on nous prédit, et que on n'aura pas non plus notre joie de vivre, hein, parce que évidemment, avec tous ces événements, il y a tout un tas de personnes, et ça peut se comprendre, qui sont en train de perdre cette joie de vivre. Alors je voudrais quand même laisser la parole à Sylvain pour nous annoncer tout simplement, le titre de ce soir. Mais nous allons d'abord écouter la parole de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est à toi. Alors, je vais essayer de ne pas divulguer le titre de ce soir. J'aimerais dire que il y a quelque chose qui fait très peur aux gens qui veulent absolument imposer leur dictature aux autres. Et cette chose-là, elle est naturelle et elle s'écoule naturellement à l'intérieur d'un être et elle peut finir par s'écouler à l'extérieur. Alors, je te laisse, Sylvain,
dire de quoi il s'agit. Alors c'est pas compliqué, quand on se lève le matin déjà on est super joyeux, eh oui on met un pied par terre, on est heureux d'être en vie car la vie est une bénédiction, on a notre tête, on a nos jambes, on a notre confort, etc. Mais hélas il se passe plein de choses et justement c'est plein de choses, voyez-vous, les choses politiques comme en ce moment, la grosse pandémie que nous avons vécue, etc. etc. Eh bien c'est de la joie de vivre que l'on nous usurpe, tout simplement, usurpation de la joie de vivre, c'est notre thème de ce soir. Alors voilà, nous sommes dans la joie de vivre sans usurpation, hein. C'est-à-dire que l'usurpation, c'est un terme qu'on a employé et qu'on emploie encore pour parler de nos politiciens qui usurpent sans droit ni titre depuis 2008 les postes qu'ils s'attribuent, qu'ils s'auto-attribuent. Voilà ce que nous disons au sein du CNTFCH. C'est pour ça que le mot usurpation, c'est bien de le reprendre dans ce titre, parce que nous sommes pas dans l'usurpation. Cette joie de vivre, elle est à nous et personne ne nous l'enlèvera. Et on ne l'a volée à personne. Hein, voilà. La joie de vivre est intrinsèque, est inhérente au genre humain, enfin à la façon d'être un humain. Quoi, voilà. C'est des thèmes sur lesquels on est amené à réfléchir de plus en plus. Qu'est-ce qu'un humain? Quand on passait le baccalauréat il y a 50 ans, on disait à peu près tous la même chose. Aujourd'hui, on est plus dans la modulation. Voilà, on ne sait plus très bien si c'est des êtres à plumes, à poil ou à écailles, comme je dis en plaisantant quelquefois. Mais compte tenu de ce qu'on entend, on se pose aujourd'hui des questions qu'on ne se posait pas il y a 50 ans. Voilà, donc qu'est-ce qu'un humain? Voilà. Et est-ce que l'intelligence artificielle, ça prolonge l'humain ou est-ce que ça le déforme ou est-ce que ça le contre? On ne sait pas. Donc voilà, restons humains, soyons dans la joie de vivre. On n'a jamais vu un robot être dans la joie de vivre. Voilà, donc il faut vraiment se remettre dans la conception de ce que c'est que d'être humain. Et voir que, ma foi, la joie de vivre, ça fait partie du jeu. Et nous, au sein du CNTFCH, nous ne l'usurpons pas, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas joyeux pour être joyeux. On fait pas des blagues pour faire des blagues. On est par nature des humains. Et de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, on plaisante. De temps en temps, on se trompe aussi, comme tout à l'heure, hein, il y a eu un erratum. De temps en temps, voilà, on est des humains en permanence, ce qui veut dire que de temps en temps, on peut se tromper, on peut rire et dire des choses qui sont pas forcément attendues dans une émission, on va dire, un peu sérieuse sur la politique ou la géopolitique. Voilà. Donc, c'est important. Tout ça est important. La distance, l'humour. J'ai envie de dire un certain caractère français. Quand même, à un moment donné, il faut sortir un peu les symboles et se dire qu'en France, oui, on a traditionnellement le goût de la plaisanterie, de la farce, de la rigolade. Souvenons-nous des banquets à la fin de chaque album d'Astérix, le Gaulois. Hein, ça se termine toujours dans la joie, la rigolade et surtout la bonne bouffe. Oui, ça c'est la France. Ça devrait être la France. Ça l'est de moins en moins. Et quand on écoute toutes ces gens qui nous parlent à la radio ou dans la télé, eh bien, ils veulent nous faire abandonner ce côté-là. Ils veulent nous transformer en gens tristes, en gens qui se sentent prisonniers. Et effectivement, le reportage qu'on a vu tout à l'heure nous dit bien que ils ont, ces messieurs d'en haut, un goût marqué pour nous priver de quelque succès que ce soit. Et ils nous tiennent à peine la tête au-dessus de l'eau pour qu'on puisse continuer de respirer. Mais économiquement, ils n'ont absolument pas prévu notre bonheur. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc nous, on va répondre en disant, on est dans la joie. Et puis, deuxièmement, on est dans la projection d'un monde nouveau, d'un monde qui sera forcément joyeux. Tout à l'heure, Bruno, on a dessiné quelques contours au travers de la possibilité de racheter de la dette. Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses possibles. Et surtout, ne vous laissez pas dire le contraire, mesdames et messieurs qui nous écoutez, parce que nous savons que c'est possible. Il suffit que quelqu'un en décide. Aujourd'hui, il n'y a personne pour en décider parce que nous n'avons pas les manettes pour en décider. Mais quand ce sera fait, ma foi, nous ou d'autres, on n'est pas indispensables. On est des vrais démocrates et nous pensons que c'est le plus grand nombre qui doit décider, c'est la majorité qui doit décider, en connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir ingurgité en quelque sorte une forme de culture et de connaissance qui est tenue à leur disposition, soit sur Internet, soit par nos intermédiaires. On se fera un plaisir de répondre aux questions des gens qui se posent la question, mais comment on fait après, voilà, en se disant, ce serait bien effectivement d'échapper à ce monde, mais qu'est-ce qu'on fait après? On fait autrement. On fait comme c'est marqué sur notre programme et on avance de cette façon-là. Et on encourage chacun d'entre nous qui nous écoutez aujourd'hui à retourner sur notre site et à vous remettre un petit peu dans le bain de ce que c'est que le changement économique dans le cadre de la transition, de ce que c'est que l'approche purement démocrate est inspirée de ce qui s'est passé
au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique et en particulier à Athènes. Ce sont des sujets qui peuvent paraître loin, mais détrompez-vous, ils ne sont pas loin du tout. En termes d'organisation humaine, il n'y a pas beaucoup de variables possibles. Et le problème, c'est que cette variable démocrate, elle n'a plus jamais été évoquée, simplement évoquée depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il est peut-être temps de faire un état des lieux, de se dire qu'est-ce qui a empêché de développer la démocratie, de se poser les bonnes questions, d'aller voir pourquoi les oligarques nous ont empêchés. Eh bien, on voit bien, toujours d'après le reportage qu'on a vu tout à l'heure, que des intérêts sont contraires et que pour le bonheur d'un petit monde, il faut un grand nombre de personnes, d'êtres humains, soient un petit peu plus malheureux parce que certains autour d'eux ou au-dessus d'eux ont décidé que ça serait leur destin, tout simplement. Hein. Donc, on veut bien Philippe, bonne chose. Philippe, tout à l'heure, tu parlais d'Astérix. Alors, moi, je remarque toujours que dans la série Astérix, on voit Obélix qui balance les Romains, les oligarques romains, avec enthousiasme. Donc, il faut avoir de l'enthousiasme pour balancer l'oligarchie. Mais je dirais aussi quand même une chose, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont arrivés à faire partie de l'oligarchie et en étant partie de rien. Il y a quand même quelques personnes qui arrivent à s'enrichir, qui arrivent à réussir, même si c'est très difficile, et qui finissent par devenir millionnaires ou même milliardaires en partant de peu. Et on constate maintenant que parmi ces membres de l'oligarchie, un certain nombre de personnes ne sont pas forcément d'accord avec les idées du nouvel ordre mondial. Quand on regarde par exemple le système quantique QFS qui a été créé dans le domaine du système Nezara ou Gesara, eh bien ça a été créé par des gens qui font partie d'une certaine oligarchie, mais qui luttent contre le monopole de la Fed, du dollar, etc. Donc il y a déjà des dissensions même au sein de l'oligarchie entre des gens qui sont pour certaines choses et des gens qui sont contre. Donc ça, c'est une bonne chose parce que à partir du moment où les choses se divisent, eh bien le peuple pourra régner mieux. On dit toujours diviser pour mieux régner. Les oligarques se divisent eux-mêmes. Ils sont plus d'accord sur ce qu'ils faisaient. Et je voudrais reprendre ce qui a été dit dans deux chansons. Hein. La chanson de Goldman, J'irai au bout de mes rêves. Dans cette chanson, eh bien quoi qu'il arrive, il va au bout de ses rêves. Et la chanson aussi, Ma liberté de penser. C'est la même chose. Alors, évidemment, Ma liberté de penser, il a fait cette chanson par rapport aux impôts. Mais, n'empêche que, c'est la vérité, on ne nous enlèvera pas notre liberté de penser. Et à partir de là, on peut être enthousiaste et penser que le peuple a la force du nombre et qu'à partir du moment où il a la force du nombre, eh bien, on peut permettre à tout le monde de réussir parce qu'on n'est pas contre la richesse. Ce qu'on veut, c'est que la richesse soit accessible à tous. Et c'est ce qui fait la différence avec la politique des communistes et des gens qui sont d'extrême gauche, qui veulent que tout le monde paye de plus en plus d'impôts. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec eux? Eh bien, il y aura toujours une oligarchie. Il y aura toujours, comme dans l'Union soviétique, une nomenclatura qui dominera les autres. Je te rassure, Bruno, hein, on aura toujours notre liberté de penser et nous irons au bout de nos rêves. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On œuvre pour ça. Alors, est-ce qu'on peut participer au jeu des chansons, s'il vous plaît? Oui, si vous voulez. Allez, c'est parti. On va un petit blind test. Il y en a une qui m'a sauté aux oreilles tout à l'heure quand j'ai vu le reportage, enfin le court-métrage. Alors, rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tu appartiens à la société anonyme. Alors, voilà, ça, c'était une chanson d'Eddie Mitchell. Mais je ne vais pas vous la chanter parce qu'il fait déjà suffisamment mauvais, mais voilà. Mais les paroles, c'était ça. Ouais. On peut penser à Merci Patron aussi. Merci Patron. Oui, Merci Patron, oui. Alors, moi, pour reparler de la joie, Confucius disait la joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que tout est fait pour nous plomber, nous mettre en colère. Et pour créer donc des énergies de création de ce monde qui ne nous ressemble pas. Alors, là où c'est important au niveau de la joie, c'est que elle est dans les choses, elle est en nous. Elle n'est pas dans les choses, elle est en nous. Et donc, sur quelle perspective se plaçons-nous? Soit on nourrit la morosité, la mauvaise humeur, la tristesse, la peur,
Et c'est qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va récolter ceci. Soit on nourrit l'autre monde, le nôtre, celui que nous voulons, comme disait Philippe tout à l'heure, hein, qu'on allait créer son propre monde, celui que nous voulons, et nous récolterons donc les fruits de ce que nous voulons. Et ceci passe effectivement par la joie dans le cœur de chaque personne, et de ne pas se laisser plomber par toutes les informations, par tout ce qui nous tombe dessus chaque jour. Faire glisser, cela ne nous concerne pas. Nous sommes pas ça, ce n'est pas notre monde. On peut même se projeter vers l'avenir en reprenant les choses qui se sont passées dans l'histoire, où on constatera toujours que chaque fois qu'il y a eu une grande crise, eh bien l'humanité s'en est sortie plus forte et avec des grandes découvertes et avec des évolutions qui lui ont permis de faire un saut vers la meilleure civilisation. La plupart du temps, quand il y a eu une crise, ça a abouti à quelque chose de positif. Et on va puis j'ai oublié de citer. Oui, Christiane. Juste j'ai oublié de citer 2 films intéressants sur le bonheur. À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est un père célibataire qui se débat pour aller pour retrouver un certain niveau de vie. Il se retrouve dans la rue avec son fils. Donc si vous pouvez aller le regarder, je vous invite. Et le film avec Bellini. Le film, vous savez, dans le camp de concentration avec son fils. Oui, absolument. La vie est belle, là. Ouais. La vie est belle. Voilà. Et il y a aussi l'autre film qui s'appelle aussi La vie est belle, qui date des années 1930, qui est extraordinaire aussi. C'est un vieux film, mais qui est formidable. Voilà. Donc ça montre à quel point l'intériorité est importante pour vivre en paix, heureux, malgré les circonstances extérieures. Allez, Jean-Pierre, c'est à toi de nous donner un peu de joie. Alors, il y a une différence entre la joie et l'enthousiasme. L'enthousiasme, je considère que c'est de la joie appliquée. Un enfant est enthousiaste pour tout, c'est sa nature, c'est le fonctionnement de son être. Si on ne l'empêche pas, bien sûr, ou si on ne lui met pas, par exemple, des interrogations écrites et des tortures pour qu'il apprenne, il apprend dans le bonheur, dans l'enthousiasme, n'importe quoi sans hiérarchie particulière. Alors, l'enthousiasme est donc pour quelque chose, alors que la joie, c'est quelque chose qui s'émane de notre être profond. Et alors, je vous invite à ne pas trop la montrer parce que les gens, les rabat-joie n'aiment pas la joie et c'est pour ça qu'ils la rabattent. Et donc, s'ils voient de la joie en nous, ils vont forcément essayer de trouver un moyen pour nous rendre tristes, etc., etc. Donc, je vous invite à laisser passer un léger sourire quand vous ressentez de la joie à l'intérieur. Et puis si vous êtes parmi des amis, bien sûr, rien n'empêche de laisser éclore cette joie et s'épanouir à l'extérieur. Avec une petite réserve quand on est parmi des gens qui cultivent la souffrance, la tristesse et qui veulent nous vendre le plaisir pour du bonheur. Le plaisir, c'est pas le bonheur c'est un état. Comme le dit très bien Patrick Bernsteinas. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup écouter les vidéos, au sujet de l'enthousiasme, c'est André Stern. Alors je vous invite à le faire, et il explique que l'enthousiasme, c'est une chose très naturelle chez l'enfant du moment qu'il n'est pas brisé par tout un tas de rituels imposés, d'apprentissage et de discipline qu'il n'aurait pas choisi. Donc la joie, c'est quelque chose de naturel. Je peux même éprouver de la joie à être triste. Je me sens triste, d'accord. Eh ben, c'est que je suis en vie et c'est que je peux éprouver quelque chose. Et si j'observe cette tristesse, une joie peut m'envahir. Il m'est arrivé quelque chose l'autre jour. J'étais parti chercher de l'argent dans un petit guichet fermé d'une banque et il y avait un monsieur avec un chien. Et je me détends, je me dis, puisque j'ai rien à faire en attendant, je laisse faire la vie et j'éprouve un sentiment de joie. Son chien, sa petite chienne, vient s'asseoir sur mes pieds. Donc c'est vraiment quelque chose de palpable que la chienne a senti. Ça m'arrive de laisser cette joie s'exprimer. Nous n'avons pas le pouvoir de créer de la joie. Nous avons juste le pouvoir d'ouvrir les portes et de la laisser s'exprimer en nous, puis à travers nous, quelles que soient les circonstances. Alors évidemment, il y a des circonstances où les gens vont dire, attends, je peux pas être joyeux compte tenu de ce qui m'arrive. Oui, j'entends. Je peux me sentir triste, très triste. Et il peut y avoir quand même une joie au cœur de mon être. Une joie que je ne crée pas, mais que je laisse passer. Alors, je voudrais faire un petit rectificatif aussi au sujet de la France. La République peut se mettre dans les états qu'elle veut.
ça n'est pas la France. Pour moi, la France, c'est le peuple des Françaises et des Français. Et Françaises ou Français, quiconque porte haut la devise de la France dans son cœur. Égalité dans l'amour destiné à chaque être de l'univers, quelle que soit sa forme, son état et son action. Liberté proportionnelle à la juste utilisation qui en est faite, pour le bien de tous et de soi-même. Et fraternité avec chaque être de l'univers. Voilà, ça c'est la devise de la France, et la France n'est pas soumise à une dictature. La France est libre et éternelle, parce que quiconque porte cette devise depuis l'éternité ou dans une éternité à venir sera français. Merci d'avoir entendu. Alors, Jean-Pierre, tu es notre druide Assurance Tourix et nous venons de boire avec avidité ta potion magique. Après, il y a une expérience que l'on peut faire comme ça au quotidien. La première personne que vous croisez dans la rue, essayez de captez son regard et faites-lui un sourire. Au moment où vous captez son regard, vous allez voir, la personne vous rend naturellement le sourire et la joie se crée naturellement. Je vais finir comme ça. Au Conseil national de transition français canal historique, la bienveillance, voyez-vous, eh bien, c'est ce qui nous permet de rester en vie et c'est un de nos moteurs parce que nous en avons plusieurs, évidemment. On vous expliquera tout ça par la suite. Excellent week-end, on va pas se reposer, vous le savez très bien, le MOL ne prend pas de repos, nous non plus. Merci Philippe, merci Christiane, merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci à vous également.